Il est 18h au Caire. Les émissions en langue française commencent tout de suite sur Nile TV International. Et on commence tout de suite par le journal qui sera aussi diffusé sur la chaîne 2 de la télévision égyptienne. J'ai le plaisir de présenter ce journal en compagnie de mon collègue Chérif Boussela. Bonsoir Chérif. Bonsoir Hélène, mesdames et messieurs, bonsoir. On commence tout de suite avec les principaux titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, les forces de l'occupation israélienne qui ont mené une série de raids aujourd'hui sur le camp de réfugiés de Jabalia dans le nord de Gaza, faisant nombre de martyrs et des blessés. L'armée aérienne d'Israël a visé un véhicule à l'est de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. 3 Palestiniens sont tombés en martyrs lors de la frappe israélienne. Par ailleurs, l'aviation israélienne a visé une maison dans le sud de la ville de Gaza, tuant 3 autres Palestiniens. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Reit, a salué le vote par 137 pays de l'Organisation des Nations Unies pour un projet de loi appelant la Cour pénale internationale à trancher des allégations israéliennes prétendant que les employés de l'organisation onusienne ont participé aux incidents du 7 octobre avec le mouvement Hamas. M. Aboul-Reit a valorisé le rôle joué par le Norvège qui avait soumis aux Nations Unies un projet de résolution traduisant la position inchangeable d'Oslo défendant la cause palestinienne. Selon le secrétaire général de la Ligue arabe, ce vote reflète le refus par l'opinion publique internationale de la décision israélienne interdisant la présence de l'agence de l'ONU dans les territoires palestiniens occupés et qui doit entrer en vigueur fin janvier compte tenu que la situation dans la petite enclave palestinienne est catastrophique. Le représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies à New York, l'ambassadeur Oussem Abdelkhaliq, a déclaré que l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une résolution appelant la Cour de la justice internationale à émettre une recommandation sur l'engagement d'Israël à garantir et faciliter l'accès de l'aide humanitaire aux Palestiniens qui vivent dans la tragédie compte tenu que l'agence reste la principale ligne de vie pour les réfugiés palestiniens. Selon l'ambassadeur, l'approbation de cette résolution a eu lieu sur la demande et l'initiative de la Norvège et la participation efficace de l'Égypte. Le ministère des Affaires étrangères des États-Unis a déclaré que 3 de ses grands diplomates tiennent actuellement des négociations dans la capitale syrienne Damas avec les nouvelles autorités dirigées par Ahmed Shara concernant les principes de la transition de l'autorité. Washington a souligné que la délégation diplomatique américaine devra rencontrer, lors de sa visite actuelle à Damas, les représentants de la société civile syrienne et les différentes communautés. Cette rencontre représente la première réunion directe et officielle entre Washington et les nouvelles autorités syriennes. La visite intervient à un moment où les gouvernements occidentaux commencent à ouvrir des chaînes de communication successives avec le nouveau gouvernement syrien dirigé par Al-Shara et discuter de la possibilité de la levée de Hayat Tahrir al-Shem de la liste des organisations terroristes. Le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a annoncé son intention d'envoyer pour la première fois depuis des années une équipe de spécialistes des droits de l'homme en Syrie la semaine prochaine. La Commission des Nations Unies a confirmé que les autorités syriennes sous le règne de Bachar al-Assad n'ont pas permis à son équipe d'entrer dans le pays pendant des années, indiquant que son équipe qui a l'intention de se rendre à Damas soutiendra les questions de droits de l'homme et contribuera à garantir que tout transfert de pouvoir soit inclusif pour tous et dans le cadre du droit international. Le ministère de l'Intérieur de la Jordanie a déclaré que le retour de 7250 Syriens via le terminal frontalier de Gaber Nassib, le ministère a indiqué que la majorité des Syriens rapatriés ne sont pas des réfugiés, soulignant que Amman
avait reçu plus de 1,3 million de Syriens depuis le déclenchement du conflit en Syrie en 2011. Et selon les Nations Unies, 680 000 réfugiés syriens sont enregistrés en Jordanie. L'Agence des Nations Unies pour les migrations a déclaré que le retour d'un grand nombre de Syriens déplacés pour leur foyer exercerait une pression sur le pays et pourrait affecter le processus de paix fragile. La directrice générale de l'Organisation pour les migrations, Amy Pope, a souligné que l'organisation n'encourage pas le retour à grande échelle vers la Syrie et prévient que cela pourrait conduire à ce qu'elle décrit comme un conflit. Elle a également indiqué que l'organisation communique avec les gouvernements européens pour les exhorter à ralentir tous les plans de retour des Syriens dans leur pays. Pope a ajouté que l'Organisation pour les migrations aura besoin de ce qu'elle appelle des exemptions de sanctions pour le développement et la reconstruction en Syrie. Le ministère russe des Affaires étrangères a accusé l'OTAN de se préparer à entrer en guerre contre la Russie, soulignant que Moscou prend en compte ces risques dans le cadre de sa planification militaire. Le ministère russe a confirmé que la voie générale de l'OTAN constitue une menace pour la Russie et pour la structure globale de la sécurité mondiale et régionale. Le ministère a également averti que les déclarations du Pentagone sur la possibilité d'un échange de frappes nucléaires avec la Russie pourraient conduire à un désastre à l'échelle mondiale. La Russie a tiré ce matin des missiles balistiques sur Kiev, tuant une personne, blessant 9 autres et privant des centaines d'immeubles de chauffage. Une attaque menée selon Moscou en réponse à une frappe ukrainienne contre une usine russe avec des missiles occidentaux, une ligne rouge pour Moscou. L'attaque a été effectuée avec 5 missiles balistiques de type Iskander MKN-23, a de son côté indiqué l'armée de l'air ukrainienne en assurant les avoir tous abattus. Le président russe Vladimir Poutine a juré que Moscou répondrait à toutes les attaques ukrainiennes contre le sol russe menées à l'aide de missiles occidentaux, agitant même la menace de relancer son nouveau missile russe Oreshnik. Les cours du pétrole continuaient de reculer, toujours plombés par la position prudente affichée par la Fed, le renchérissement du dollar provoqué ces derniers jours par cette communication rend moins attractifs les achats de brut. Libellés dans cette devise, les perspectives moroses sur le front de la demande face à une offre toujours surabondante continuent par ailleurs de déprimer le marché. Vers 8h30 GMT, le baril de West Texas International américain perdait 0,53% à 69,01 $ et celui de Brent de la mer du Nord lâchait de 0,50% à 72,51 $. Les bourses européennes chutent nettement vendredi sur fond d'inquiétude après de nouvelles menaces de taxes douanières brandies par Donald Trump qui ont accru la morosité et les perspectives de baisse de taux amoindries par la Fed. Le président américain élu Donald Trump a menacé l'Union européenne de taxes douanières si elle ne réduit pas son énorme déficit commercial avec Washington en lui achetant du pétrole et du gaz. Le point. Les bourses européennes subissent de nettes pertes aujourd'hui dans l'attente d'un indicateur déterminant sur l'inflation aux États-Unis, scruté après que la Réserve fédérale, la Fed, a réduit drastiquement ses perspectives de baisse de taux cette semaine. Les marchés vont particulièrement scruter cet indicateur après la forte déception provoquée cette semaine par les déclarations prudentes de la Fed sur ses futures baisses de taux.
L'institution a abaissé son taux directeur mercredi, mais ne prévoit plus que 2 réductions supplémentaires en 2025, alors qu'elle tablait jusqu'ici sur 4 coups de rabot. Cette annonce a fait flamber les taux obligataires. Les emprunts deviennent donc plus rémunérateurs, ce qui explique pourquoi les investisseurs délaissent les actions. Vers 8h30 GMT, le marché obligataire faisait toutefois une pause. Le taux de référence allemand se hissait à 2,30%, stable par rapport à la veille, tandis que son équivalent français atteignait 3,12% contre 3,11%. Le dollar relâchait aussi la pression face à l'euro après avoir grimpé depuis la communication de la Fed. Vers 8h30 GMT, le billet vert perdait 0,28% à 1,0392 $ pour 1 euro. Les marchés attendent également une publication vers 15h GMT de l'Université de Michigan qui donnera des informations sur l'inflation future aux États-Unis. La perspective d'une paralysie budgétaire de l'État fédéral à Washington après le rejet d'une proposition au Congrès avive aussi la nervosité ambiante. Donald Trump, qui avait marqué son opposition à un accord budgétaire négocié au Congrès, a donné son aval jeudi à une nouvelle version proposée par les républicains permettant d'envisager la possibilité d'éviter une paralysie de l'État fédéral avant Noël. Mais en cas de non-adoption par le Sénat américain majoritairement démocrate, avant vendredi minuit, les États-Unis connaîtront un shutdown partiel, c'est-à-dire la fermeture de certains services publics qui perturbera le fonctionnement de nombreux secteurs. Bon, c'était donc tout pour le journal. Merci pour votre attention et bonne suite de programmes sur Nile TV avec le reste de nos programmes en langue française. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour votre attention.